Jean-Michel Guret, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Démos et Démos. Vous êtes spécialiste en hypnose ericksonienne et surtout en EFT, et c'est de cette pratique dont on va parler ce soir. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire que signifie EFT et à quoi ça correspond? Alors EFT veut dire en anglais Emotional Freedom Techniques au pluriel, ce qui signifie techniques de libération émotionnelle. Donc on travaille avec l'EFT sur les émotions, donc sur Oui. le ressenti que peuvent avoir les personnes. Et j'imagine évidemment que le but de l'EFT est d'aider les personnes à dépasser des émotions, et en général des émotions un peu difficiles, lourdes. Absolument. En fait, l'EFT est une technique qui est apparue aux États-Unis dans la fin des années 90, qui est issue elle-même d'autres techniques. En fait, les racines de l'EFT puisent très loin, puisqu'on peut remonter jusqu'à la Chine ancienne. En fait, on va exposer les personnes à leurs problèmes, donc on va leur faire parler de leurs problèmes, ça va réveiller en eux des émotions, et on va stimuler certains points sur le corps. Et ces points correspondent aux points d'entrée ou de sortie des méridiens d'énergie, les mêmes méridiens utilisés par les Chinois depuis l'Antiquité. Donc on est sur quelque chose qui utilise les mêmes outils que l'acupuncture, on pourrait dire, d'un côté. Absolument. D'ailleurs, on dit même souvent que l'EFT est une version émotionnelle de l'acupuncture qui se pratique sans aiguille. D'accord. Donc en fait, vous travaillez en confrontant les gens à leur traumatisme. Ça veut dire que vous les faites rentrer dans l'émotion qui va les submerger. J'imagine que c'est assez délicat de gérer une personne qui va comme ça se confronter à une émotion assez forte. Comment la technique vient vous aider en fait à aider ces personnes à dépasser leurs émotions? En fait, déjà, la meilleure chose à faire, c'est d'éviter de les faire rentrer trop fortement dans l'émotion. Donc, il y a tout un tas de techniques qu'on utilise pour maintenir la personne dans une zone de confort. Donc, en fait, on a besoin d'émotion, mais on n'a pas besoin de souffrance. Donc, c'est un peu tout le jeu du praticien. On amène la personne donc dans son émotion, on lui en fait parler, et ensuite, on va commencer à stimuler ses points. Et le fait de stimuler ces points provoque, on le voit en imagerie cérébrale, provoque en fait une déconnexion, ça calme l'amygdale cérébelleuse qui est en fait la centrale d'alarme au niveau du cerveau. Donc on s'expose au problème, on active l'émotion et en même temps on envoie au cerveau un message par le biais des stimulations comme quoi il n'y a rien à craindre. Donc en fait on déconditionne une réponse automatique. Comment se passent ces stimulations? Concrètement, ça se passe avec les doigts. Oui. Donc en fait, on stimule de cette manière-là. Juste par des tapotements comme ça. Ouais, c'est ça. C'est des petits tapotements qui font que ça suffit pour désactiver un certain nombre d'émotions. Alors ça paraît super bizarre hein, quand on Juste en voit ça. tapotant comme ça. Exactement. En fait, on n'est pas obligé de tapoter, on peut masser également. Mhm. Par exemple, quand on peut s'en servir sur les nouveau-nés, surtout on ne va pas tapoter, stimuler les enfants de cette manière, on les masse simplement. Donc en fait, où on peut tenir juste le point et respirer. C'est le cas quand on travaille avec des personnes qui sont extrêmement douloureuses et qui ne peuvent pas supporter justement La moindre stimulation. Exactement. Ouais. Alors de l'extérieur, une séance de EFT, justement, par cet tapotement et tout ça, ça peut être assez étonnant, assez C'est déroutant. même en tout cas. rigolo. Oui, la première fois que vous avez vu ça, est-ce que vous avez dit c'est la technique que je vais apprendre et que je vais utiliser, ou est-ce qu'il y a quand même eu ce que la plupart des gens ont, un moment un peu dubitatif comme ça vis-à-vis de la technique? Alors en fait, après m'être formé à l'hypnose, j'ai commencé à pratiquer et j'avais comme seul outil l'hypnose. Et j'ai voulu me former à d'autres techniques qui pouvaient être complémentaires. Donc je me suis intéressé d'abord à l'EMDR, puisque en fait moi je me suis installé en 2004 et à Juste pour l'époque, préciser, EMDR, ça veut dire la désensibilisation des traumas et le retraitement par mouvement oculaire. ce qui Alors, est ça se connu fait par avec mouvement, voilà, voilà. soit par mouvement oculaire, soit avec des sons, soit avec des tapotements sur les genoux. Et en fait, donc à l'époque, David Servan-Schreiber, qui était revenu en France, avait sorti son livre Guérir le stress, l'anxiété. Qui avait fait connaître le EMDR en France. Exactement, il a fait connaître le MDR, il a fait connaître la cohérence cardiaque. Il ne parle pas d'EFT dedans, mais donc moi je me suis intéressé à ces techniques et je me suis d'abord formé à l'EMDR en Belgique, puisque n'étant pas psychologue en France, je ne pouvais pas le faire. Et Il faut savoir que c'est une marque déposée en France, hein, EMDR. exactement, en Belgique aussi. Hein. Donc, Plus libre apparemment. disons que voilà, il y avait eu un contexte particulier. Oui. Et à la fin de l'EMDR, il y avait une ouverture sur des techniques dites énergétiques, et dont l'EFT. Et donc moi j'avais fait une première formation de 2 journées à cette technique, et franchement, j'ai pas accroché, quoi. Parce que bon, j'ai vu ça, et puis j'ai acheté à l'époque des CD-ROM où on voyait Gary Craig, qui est le créateur de cette technique, avec des groupes tous en train de se stimuler, de se tapoter. Ouais.
ça faisait très bizarre, quoi. Donc moi, j'ai pas adhéré. Et puis ce qui s'est passé, ce qui m'a fait revenir vraiment vers ça, c'est des amis psychiatres qui eux-mêmes formés à l'EMDR et à l'EFT m'en ont vanté tous les bienfaits. Et j'ai commencé vraiment à pratiquer en cabinet. Et là, je me suis aperçu des résultats qui sont mais vraiment ahurissants. À la limite, la personne parle de son problème, s'auto-stimule. Et tout d'un coup, on voit que le problème se désamorce. Mais il y a vraiment une différence entre le MDR et l'EFT? Moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est la même chose. Dès lors que vous avez une stimulation alternée, sauf que dans l'EFT, c'est des points d'acupuncture, le MDR, c'est juste les mouvements ou la stimulation alternée. Il y a une grosse différence entre les deux? En fait, en EFT, ça passe par le biais des méridiens. Alors qu'en fait, en EMDR, c'est une stimulation bilatérale des hémisphères cérébraux. Donc, au niveau du cerveau, je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui se passe là-dedans. Il y a en fait, de toute façon, un retraitement qui se fait au niveau cérébral. C'est-à-dire que le trauma, on l'a vécu, il s'est enregistré, engrammé dans le cerveau. Et le fait d'utiliser le MDR ou le FT, on va casser la boucle de rétroaction conditionnée. C'est-à-dire que quand on est en présence d'un stimuli extérieur, ça active l'alarme et on reprend en permanence la même réaction. Par exemple, un phobique, il va voir ce qui déclenche sa phobie et instantanément, il va être complètement en état de panique. Là, ce qu'on va faire avec l'un comme l'autre, c'est qu'on va reprendre le stimuli, on va le provoquer. Donc en EMDR, on demande à la personne de se centrer sur l'image la pire. En EFT, on fait à peu près la même chose, mais c'est la façon de faire qui va être légèrement différente. Donc les applications sont à peu près les mêmes. En tout cas, dans les deux cas, on va travailler sur les traumatismes, sur des images en tout cas traumatiques. Alors en fait, l'EFT, on va pouvoir traiter des choses beaucoup plus larges, y compris quand on n'a pas d'image particulière, quand il n'y a pas de souvenir particulier. Parce que c'est une limite de certaines techniques en tout cas où il faut que la personne ait un souvenir, alors que là apparemment non. Ouais, et en fait, on peut vraiment traiter tout. On peut partir sur une douleur, on peut partir sur des verrues, du psoriasis, à peu près tout. Alors, juste pour venir un petit peu là-dessus, ça paraît assez étonnant. C'est deux sujets quand même qui sont assez différents. D'un côté, le traumatisme, on comprend que ça coupe la chaîne de réaction. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une douleur ? Une personne vient, elle a mal. Déjà, quel type de douleur ? Est-ce que c'est toute forme de douleur ? Alors déjà, quand on s'intéresse aux douleurs, la première question à poser, c'est avez-vous vu un médecin ? Puisque la douleur, par essence, c'est un message. Donc elle a une fonction. Donc pas question de s'attaquer à une douleur si on n'a pas fait déjà les investigations classiques. Là, mais il faut dire que les gens qui viennent en cabinet, déjà, s'ils viennent en cabinet me trouver ou trouver d'autres praticiens en EFT, c'est qu'ils ont déjà fait tout un parcours du combattant, on pourrait dire, avant de venir. Donc pas de réponse de la médecine conventionnelle à ce mal-là. Voilà, le diagnostic est posé, mais pas de réponse. Exactement. Donc moi, j'ai des gens, par exemple, qui sont passés ou qui sont toujours en centre antidouleur et qui viennent parce qu'ils ont entendu parler, ou il y a même des centres antidouleurs qui m'envoient directement des personnes. Et donc là, on va s'intéresser à la composante émotionnelle de la douleur. Alors, je vais vous donner un exemple concret, par exemple, l'algodystrophie. L'algodystrophie, c'est quand même un casse-tête pour les algologues, les médecins spécialistes de la douleur, parce qu'en fait, on ne sait pas comment la soulager. Alors, on va donner des antalgiques, mais bon, il ne se passe pas grand-chose. Certaines personnes qui souffrent vraiment beaucoup, on va leur donner des antidépresseurs parce qu'on ne sait plus quoi leur donner d'autre. Et la douleur reste là. Avec l'EFT, j'ai eu plusieurs cas vraiment assez spectaculaires même. On s'intéresse à ce qui se passe derrière la cause émotionnelle de la douleur, et tout d'un coup, ça lâche. Et vous avez des personnes qui arrivent avec des béquilles qui repartent en portant les béquilles sur le dos. C'est vraiment assez spectaculaire. Comme ça paraissait assez miraculeux quand même. En tout cas, l'idée, c'est qu'on s'attaque à c'est pas miraculeux, parce que j'aime pas ce mot vu toutes les connotations que ça peut avoir. Mais en fait, si vous voulez, la personne qui a vécu un trauma, qui n'a pas pu l'exprimer, qui le renferme à l'intérieur d'elle, ça finit par faire une espèce de cocotte minute, quoi. Donc c'est ça, en fait, on ne va pas s'intéresser dans l'EFT aux symptômes, mais on va vraiment aller voir ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'émotion, quelque chose qui est stocké par la personne. Alors on peut s'intéresser aux symptômes, parce qu'en fait, tout est lié. Corps et esprit, c'est vraiment lié. On le voit beaucoup avec l'EFT. On utilise aussi des techniques issues de la kinésiologie, comme par exemple le test musculaire, où on voit vraiment le lien entre le corps et le cerveau. Mais si quelqu'un arrive avec une douleur, on va commencer à... en fait, il y a eu une séance à l'Arche, ici même, avec une personne qui avait une fibromyalgie. Donc, cette personne, elle explique bien évidemment qu'elle a vu des médecins, qu'elle a un traitement, que le traitement a ses limites, que ça ne fonctionne pas. Elle explique qu'elle a une douleur à 8 sur 10.
Et en plus, elle dit cerise sur le gâteau, depuis quelques mois, maintenant j'ai des tremblements. Et elle a vraiment des tremblements impressionnants, très très visibles. La personne, c'est une femme, elle a 35 ans. Quand elle vient, elle se porte volontaire pour faire une démonstration, on commence à travailler sur le tremblement lui-même. Et là, il ne se passe rien. Donc c'est un grand moment de solitude, mais on cible le symptôme. Dans ce cas-là, s'il ne se passe rien, on va aller chercher les causes émotionnelles. Donc la question que je lui pose à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui s'est passé depuis quand vous avez cette douleur? Elle me dit depuis 3 ans et demi. Et qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie il y a 3 ans et demi? La première réaction, c'est de dire rien. La deuxième, je repose la question, et là elle dit oui, j'ai fait une fausse couche. Donc, et je dis oui, effectivement, c'est rien. Donc ça l'active un petit peu, elle me regarde, et on commence la séance. Et donc on fait la séance là-dessus. Et on commence à travailler avec une phrase du genre même si j'ai fait une fausse couche il y a 3 ans et demi. Ça ne lui fait pas grand-chose, donc je change légèrement les mots. Juste pour préciser un petit peu, quand une personne se fait de l'EFT, vous lui demandez de se répéter une phrase pour percevoir ce que ça active chez elle, tout en stimulant en fait certains points. Oui, ça. On rentrera peut-être dans le détail tout à l'heure, mais effectivement, on va commencer à s'exposer au problème, donc en fait, on en parle. Et on essaye, la première chose à faire, c'est d'identifier la bonne cible, donc d'identifier le problème. En fait, c'est plus difficile, parce que le tapping en lui-même, une fois qu'on a mémorisé 14 points, franchement, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Les enfants l'utilisent, ma fille, elle a commencé à l'âge de 6 ans à le faire. Donc c'est le travail d'enquête, un petit peu, faire sortir l'information, voilà. Trouver la bonne origine. C'est donc un travail thérapeutique classique. Donc les thérapeutes, en fait, quand ils viennent se former en EFT, ils apprennent un outil de plus, mais si on est déjà thérapeute, on a déjà tout le reste. C'est pour ça que les gens qui sont issus de l'hypnose, par exemple, ont une énorme facilité à pratiquer l'EFT, puisque l'anamnèse, en fait, l'historique de la problématique, c'est exactement... il y a beaucoup de choses qui ressemblent à l'EFT, à l'hypnose, pardon. Alors, d'une façon assez naïve, je me dirais facilement, est-ce qu'on n'ouvre pas la boîte de Pandore des émotions et qu'après ça va sortir, ça va jaillir sans aucun contrôle après? Est-ce que la personne ne va pas se retrouver seule, confrontée, même si elle a appris le protocole et la routine pour les tappings, est-ce qu'elle ne va pas se retrouver seule face à ses émotions au sortir de la séance? Parce que quand elle est encadrée dans la séance, soit, mais après. Ce qui est un petit peu ces produits avec le MDR, si je ne me trompe pas. Ouais. Il y a plein de gens qui ont été formés. Alors c'est une très bonne question. Sans conséquence. C'est une très bonne question. Et la grande différence avec le MDR, c'est que justement, comme vous le disiez, la personne, elle sort avec le protocole. C'est-à-dire qu'on peut continuer le travail sur soi. Et si la personne, et bien sûr, moi je passe les 10 dernières minutes à expliquer comment ça fonctionne vraiment. Alors la personne, on est en face à face, et si elle n'a pas besoin d'explications, qu'elle suit tout de suite, je lui montre comment on fait, elle me suit, on tapote en même temps. L'autre intérêt de le faire en face à face avec la personne, c'est qu'on active les neurones miroirs. On a découvert en fait que dans le cerveau, si on regarde une personne faire un geste, eh bien, il y a une chaîne de neurones qui s'allume et qui est la même que si on fait ce geste. Donc ça a aussi une importance. La personne apprend à le faire, ça active ses neurones miroirs. Et donc, quand elle ressort de la séance, elle sait ce qu'il faut faire. Moi, je lui donne carrément une feuille A4 avec le mode d'emploi. Et si ça s'active chez elle, elle continue. Donc elle devient autonome, et c'est ce qui permet en fait d'accélérer le traitement d'une manière assez surprenante. La personne vient en séance, on va travailler effectivement sur les gros problèmes, et elle va continuer, si des fois il y a des répliques, des remontées, parce qu'effectivement, bien sûr que ça se passe comme ça. Donc elle n'est pas livrée elle-même dans son univers de traumatisme. Disons que d'abord, le travail du thérapeute, c'est d'éviter de lui replonger la tête complètement dans son trauma, ce qui se passe souvent avec le MDR si c'est mal appliqué. On va mettre la personne en abréaction, c'est-à-dire c'est une espèce d'éruption émotionnelle, elle revit dans son trauma. Et en fait, le problème de l'abréaction, c'est que la personne, elle n'est plus là dans le cabinet, elle est repartie ailleurs dans le passé, dans son trauma. Et dans ce cas-là, le tapping et le MDR, ça ne fait plus rien, Donc il faut d'abord ramener la personne ici et ensuite procéder à l'EFT, au tapping. Mais le but du jeu, si vous voulez, c'est d'éviter ça justement. Et donc, en fait, on va petit à petit enlever des couches, couche après couche. Et sur les traumas complexes, sur les personnes qui sont polytraumatisées, on va travailler d'une manière un peu différente. Là, du coup, on ne va pas rentrer tête baissée dans le trauma. Si vous imaginez une personne qui est violée, on ne va pas lui faire parler de son viol. On va avoir tout un tas de procédures
pour justement y aller tout en douceur et petit à petit s'approcher de plus en plus du problème. Voire même avec certaines personnes qui sont vraiment dans des états extrêmement traumatisés, on ne va même pas parler du problème, on va commencer par installer des ressources. C'est ce qu'on fait avec les traumas complexes. Sinon la personne, on lui refait du mal, quoi. Et ça c'est vraiment à éviter, quoi. C'est hors jeu.